Chers collègues, une tragédie se joue à Gaza depuis bientôt 20 mois. Cette tragédie est sciemment, méthodiquement orchestrée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il agit en toute impunité dans les territoires palestiniens occupés. Et malgré les preuves accablantes de crimes internationaux commis par son armée, il continue à sévir non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où la colonisation bat son plein à des niveaux de violence jamais atteints. Il y a maintenant plus de 20 mois, un ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahou déclarait « Il ne devra rien rester de Gaza et tous ses habitants, qu'il qualifiait à ce moment-là d'animaux humains, devront mourir ». 20 mois plus tard, la politique systématique d'anéantissement menée par le Premier ministre israélien a conduit à l'effondrement total de la bande de Gaza et à la destruction physique et mentale de ses habitants. Après des mois de déplacements forcés, les Gazaouis sont confinés aujourd'hui dans 18% du territoire. Ils n'ont nulle part où aller et ils voient le piège mortel se refermer sur eux. Les survivants sont entassés dans des abris de fortune, au milieu des ruines de leur ancienne vie, dans des tentes posées à même le sol et parmi les débris, et sur des cadavres enfouis. Il faut entendre le bruit des bombardements israéliens. Il faut voir les drones meurtriers qui pilonnent inlassablement chaque mètre carré de ce territoire et toutes celles et ceux qui y vivent. Dans ce paysage dévasté, sans arbres, sans bâtiments, où s'élèvent des poussières toxiques qui tuent lentement, les Gazaouis sont contraints de vivre dans des conditions sanitaires inhumaines, au milieu des déchets dont le ramassage n'a plus cours, faute de carburant, faute de route. Depuis de longs mois, l'eau manque, comme la nourriture. Les Palestiniens et Palestiniennes risquent chaque jour leur vie pour accéder à l'aide humanitaire qui est distribuée au compte-gouttes par une organisation militarisée sous commandement israélien et états-unien, la Fondation humanitaire pour Gaza, GHF. Cela s'ajoute à la campagne de déshumanisation et d'invisibilisation menée volontairement contre les Palestiniens depuis des mois. L'accès à la presse internationale est interdit, les humanitaires sont empêchés d'exercer leur mission, 126 d'entre eux ont été assassinés. Les journalistes palestiniens sont traqués puis tués, pour 200 d'entre eux, pour empêcher que les crimes soient documentés. Le blackout médiatique a d'ailleurs joué à plein pendant de longs mois au sein des principales puissances occidentales dont les médias ont réduit les Palestiniens à des chiffres. Aucun mur n'affiche le visage de leurs morts et les images de leur lente agonie nous parviennent elles aussi au compte-gouttes. Selon l'UNICEF, 53 655 personnes ont été tuées, dont 15 613 enfants. 121 950 personnes ont été blessées, dont 34 173 enfants, et 11 200 personnes sont portées disparues. Chers collègues, d'après plusieurs études, tous ces chiffres sont très vraisemblablement sous-estimés. À ce bilan macabre, il faut ajouter toutes les personnes qui, bien qu'encore en vie aujourd'hui, sont déjà condamnées à mourir, même dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu immédiat, tant leur pronostic vital est engagé. 14 000 enfants de Gaza ont atteint un stade de dénutrition de niveau 5, c'est-à-dire qu'ils sont en situation de famine. Je salue la mémoire de ces morts dont les cadavres vont hanter l'humanité et les consciences des silencieux à jamais. Et je salue aussi le travail et l'énergie exceptionnelle de celles et ceux qui alertent sans relâche depuis 20 mois et parfois bien plus longtemps. Je pense aux ONG, aux journalistes, à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, aux centaines de commissions françaises et internationales qui ont produit des rapports, aux personnalités mobilisées et aux citoyens organisés qui se rassemblent, qui marchent ou qui boycottent. Alors que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étaient flagrants dès le début des massacres, la Cour internationale de justice a averti en janvier 2024 d'un risque probable de génocide très largement étayé depuis. La situation que je viens de vous décrire correspond à des critères, et ce sont ceux du crime de génocide. Je vous les cite. L'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ou ethnique, racial ou religieux comme tel. Le meurtre des membres de ce groupe. De graves atteintes à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. La soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, comme par la destruction des maternités. Dès lors, la France et ses voisins européens devraient tout mettre en œuvre pour prévenir le crime de génocide. Mais l'inaction de l'Union européenne face au drame qui se tient à Gaza et en Cisjordanie est particulièrement accablante. Son accord d'association avec Israël, qui vise une coopération privilégiée en matière politique, économique et scientifique, fait pourtant du respect des droits humains et des principes démocratiques un élément essentiel du partenariat, c'est son article 2. Il ne devrait donc même pas y avoir à discuter, mais pourtant rien n'a été fait. Quelques timides rappels à l'ordre, bien tardifs.
En juin, toutefois, le service européen pour l'action extérieure, c'est-à-dire la diplomatie européenne, avait conclu à la violation par Israël de l'article 2 de l'accord d'association. Mais l'Union européenne a choisi d'accorder un sursis au gouvernement de Netanyahou. Quand il s'agissait de sanctionner la Russie de Vladimir Poutine, son bras n'avait alors pas tremblé. 17 trains de sanctions ont été votés suite à l'invasion de l'Ukraine. Et là, face à un génocide, rien. Cette absence de condamnation, ce deux poids deux mesures, c'est la crédibilité de l'Europe et de la France qui sont minées. Pire, certains États membres de l'Union continuent même à vendre des armes à Israël et la France y prend part en exportant des composants. Pourtant, certains de nos alliés agissent. L'Espagne et l'Irlande avaient demandé il y a 1 an et demi à la Commission européenne de remettre en cause cet accord d'association. L'Espagne aussi s'est jointe à la procédure engagée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. La Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont imposé des sanctions contre des ministres de Netanyahou. La France doit faire de même. La France doit être à l'avant-garde pour la paix en Europe et dans le monde. Nous avons les moyens de contraindre Israël à respecter ses obligations internationales et à accepter un cessez-le-feu immédiat. On ne peut pas dire que la situation à Gaza est insupportable et attendre que ce soit seulement les dockers à Marseille qui refusent de charger les bateaux. Je cite là la juriste en droit international Julia Grignon. J'ajoute les mots qu'a eu le président de Médecins du Monde Jean-François Corti. On n'arrête pas un génocide avec des gesticulations compassionnelles. Et aujourd'hui, chers collègues, le gouvernement français s'en tient à cette attente et à ces gesticulations compassionnelles. Il faut donc décréter un embargo sur les armes, appliquer les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en arrêtant Benjamin Netanyahou quand il survole notre espace aérien et imposer des sanctions économiques et financières à l'encontre d'Israël. Pour conclure, au siècle dernier, les guerres mondiales et coloniales, les génocides, les crimes contre l'humanité ont laissé une tache sombre dans notre histoire. C'est au sortir de ces crises que nous avons bâti ensemble le droit international dont les principes fondamentaux doivent encore et toujours guider notre action. La représentation nationale française peut agir et le faire avancer. Et pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter la présente proposition de résolution européenne. Ne décevez pas les Français, ils sont attachés à la justice et au droit international. Agissons pour les Palestiniens et n'oublions jamais Gaza.